D'abord, l'odeur de l'eau, de la cendre et de la pierre froide. Dans l'obscurité de la buanderie du monastère, les toiles humides collent aux mains et la cloche émet un son aigu et prolongé, comme si elle comptait les actes des autres. À l'extérieur, les gens marchent lentement entre les bancs et les portes, chacun sous surveillance. Certains se signent, d'autres détournent le regard, d'autres encore regardent le sol. Ici, la pureté ne concerne pas seulement le linge, elle concerne le corps, les pensées et le destin. Et la pureté a ses gardiens, qui sont autorisés à interroger, à noter et à décider. Bonjour à tous ceux qui écoutent. Je suis heureux que vous soyez avec moi. Écrivez-moi d'où vous regardez cette vidéo et ce qui vous semble le plus inattendu et le plus honnête dans ce genre d'histoire. Je vous souhaite une bonne écoute. Dans la vapeur humide et les chuchotements sous les voûtes, une femme nommée Agatha se déplace. Elle lave les draps de Madame Edil, veuve d'une famille de petits chevaliers, et coude secrètement un minuscule fil d'une autre couleur dans le bord. Elle se dit qu'elle fait cela pour ne pas confondre les affaires des autres. Mais elle sait qu'il est important pour elle de se souvenir quel tissu recouvrait le corps récemment. La veille, l'archidiacre avait annoncé qu'un nouveau décret avait été promulgué dans la ville. Les laïcs étaient tenus de se présenter une fois par mois à la confession, et les gardes devaient vérifier le respect de cette obligation à l'aide de listes transmises aux supérieurs. Il a ajouté qu'en cas de manquement, la sanction serait une simple pénitence et une amende en argent. Le mot « amende » s'est répandu sur le marché comme la fumée d'une forge. Il ne pique pas les yeux, mais pénètre à travers les vêtements. Tous ceux dont la vie ne tenait qu'à un fil entre l'Église et le juge du château ont commencé à compter les jours jusqu'au prochain son des cloches. Agatha vit près d'un mur chaud, où l'on chauffe le four à pain. Elle est blanchisseuse, mais dans son enfance, elle aidait à l'atelier de copiste. Elle apportait de l'eau, observait les copistes tracer les lettres et mémorisait les signes subtils dans les marges, crochets, paumes, lisses. Depuis lors, ses mains comprennent ce qu'est une trace. Elle ne dit pas qu'elle sait lire l'écriture canonique, car cela ferait rire les gens. Mais elle regarde le monde comme s'il y avait dans les marges de ses pages des références, des indices, des interdictions et des autorisations. Madame Edil est arrivée tôt à la blanchisserie ce jour-là. Elle a ordonné que les draps propres soient apportés à sa porte avant le coucher du soleil et a dit qu'un nouveau percepteur du Seigneur allait arriver et que tout devait être impeccable, comme pour une fête. Elle a dit qu'un nouveau décret civil avait été proclamé sur la place le matin même. Il est interdit de passer la nuit dans une maison étrangère sans s'être enregistré auprès du gardien de la porte. Il est interdit de porter des vêtements qui ne correspondent pas à sa classe sociale. Il est interdit d'acheter des épices sans l'accord du chef du marché. Elle a ajouté que la surveillance était désormais synonyme de sécurité
et que si quelqu'un pensait le contraire, il ne devait pas se plaindre quand on viendrait le chercher. Le soir, en revenant avec son panier vers son mur, Agatha remarqua près de la porte un homme maigre vêtu d'un manteau de scribe. Il tenait un paquet scellé de cire. Il dit au gardien qu'il apportait une lettre au supérieur, mais que celui-ci n'était plus au bureau, et demanda à la remettre contre récépissé. Le gardien haussa les épaules et lui dit de revenir le lendemain matin. L'étranger baissa les yeux, s'éloigna vers une colonne et resta longtemps debout, comme s'il cherchait où se placer pour ne pas gêner le passage. Puis il s'approcha d'Agatha et lui demanda de remettre le paquet à un moine qu'elle connaissait, Ignace, si elle le rencontrait. Il dit que la lettre était dangereuse, car elle parlait d'un mariage qui devait être annulé, et que si la lettre disparaissait, quelqu'un se retrouverait à jamais lié à une maison étrangère et à une volonté étrangère. Il donna son nom, Jean, et dit qu'il était une personne simple, mais qu'il avait vu les registres du monastère, où étaient consignés les degrés de parenté, et compris que dans une union, les gens étaient plus proches qu'ils n'étaient d'usage. Agathe prit le paquet et vit sur le sceau une fleur de lys semblable à celle qu'elle dessinait dans son enfance, dans les champs, pour s'amuser. Pendant la nuit, elle entendit des pas devant la porte de Madame Édile et le cliquetis d'un loquet en fer forgé. Elle savait que le régisseur des femmes du château venait parfois là. Il aimait les chambres des autres et leurs secrets. Le lendemain matin, il lui demanda d'apporter une nappe propre et sortit de sa manche un petit fil d'une couleur étrangère. Il dit que la blanchisseuse était inattentive et ordonna au gardien d'inscrire son nom sur la liste des contrevenants. Agatha ne discuta pas. Elle se tut et se souvint que le fil au bord du tissu n'avait pas été vu que par ses yeux. Avec la liste des contrevenants, le monde changea de direction, comme si quelqu'un avait placé un nouveau signet entre les pages. Les confessions étaient désormais comme une foire. Les gens venaient humblement, mais chacun avec son compte intérieur. Une file d'attente s'était formée devant le confessionnal. L'archidiacre disait que le décret de l'évêque était compréhensible et soutenu par les autorités laïques. Les injures au marché étaient punies d'une amende. L'ivresse, pendant le service, était punie d'une amende. Nuit de noces, avant la présence du témoin désigné. Suspension des droits matrimoniaux. Il ajoutait que les liens du sang seraient interrogés séparément, car la pureté des foyers et des familles en dépendait. Il disait que chaque confession était bénéfique pour l'âme et contribuait à l'ordre dans la ville. Pendant que les gens remuaient les lèvres, Agatha remarqua près de la porte une femme vêtue d'un manteau de citadine et un homme aux pieds de paysan à ses côtés. La femme se tenait avec assurance, l'homme comme quelqu'un qui avait l'habitude de se taire. C'étaient Martha et Piotr. Martha était la servante de Madame Édile, qui la supportait pour ses mains habiles. Pierre était le fils adoptif d'un forgeron des environs. Ils avaient demandé la bénédiction du supérieur pour se marier et avaient déjà payé les frais d'enregistrement. Ils avaient des témoins, mais pas d'argent pour organiser un grand festin. Ils espéraient que tout se passerait rapidement et dans le calme.
Agatha connaissait Martha. Celle-ci laissait parfois un morceau de pain à la blanchisserie en signe de gratitude. Pierre savait réparer les seaux et les marteaux sans les regarder. C'est ainsi que répare celui qui écoute toujours ce qu'on lui dit et divise le monde en nécessaire et superflu. Ce soir-là, le brouillard recouvrait la cour. Agatha se rendit chez le moine Ignatius. Il était petit, maigre, toujours occupé à polémiquer avec les pages des livres plutôt qu'avec les gens. Il dit qu'il valait mieux ne pas garder le paquet, car le sceau était profane et l'odeur de la cire n'était pas monastique. Il dit que la lettre concernait probablement une alliance importante, et que si le mariage était annulé, cela signifiait qu'une personne puissante voulait se libérer. Il ajouta que ce genre de choses était généralement porté devant les conciles, où les canonistes discutaient longuement, mais où la décision était ensuite annoncée brièvement, comme un verdict. Agatha sentit que la lettre renfermait deux mondes à la fois, celui où vivaient ses connaissances et celui où les châteaux protégeaient leurs murs des rumeurs. Le lendemain, un tonneau contenant les lettres que les gardes avaient interceptées chez les marchands fut apporté sur la place. Le supérieur annonça que désormais toute la correspondance serait vérifiée, car les lettres pouvaient cacher des tromperies et nuire à la pureté. Il déclara que le mariage n'était pas une affaire privée, mais une question d'ordre familial et municipal, et que les lettres sans cachet seraient brûlées. Les gens poussèrent des cris de surprise. Agatha cacha le paquet sous son linge, mais sentit le regard de Madame Édile posé sur elle. Celle-ci savait que la blanchisseuse avait parfois des objets qui ne lui appartenaient pas. Madame avait ses propres affaires. Son neveu avait besoin d'une union avantageuse, et elle obtenait la permission de le marier à la fille du marchand Hugo, un homme riche qui hébergeait les pauvres et aimait dire que la charité était aussi un échange. Le marchand Hugo parlait peu, mais aimait donner des conseils simples comme on distribue des pièces de monnaie. Il tenait un entrepôt près de la rivière, où régnaient des odeurs de sel et de caisse. Il aimait l'ordre et les livres propres. Lorsqu'un nouveau décret imposant le contrôle des vêtements en fonction du statut social fut promulgué, il proposa aux citadins de lui acheter des tissus simples afin de ne pas prendre de risques. Il promit de faire crédit à ceux qui avoueraient honnêtement ne pas pouvoir payer immédiatement. Il déclara que l'Église aime la pureté et qu'un tissu priant valait mieux qu'un vieux velours. Les gens acquiesçaient. Agatha remarqua qu'il portait à son doigt une bague avec une lettre ressemblant au sceau du rouleau, et elle s'en souvint calmement, sans faire de suppositions. Martha et Piotr sont retournés voir le recteur. On leur a dit que l'enregistrement de la bénédiction était retardé. Il fallait confirmer qu'il n'était pas apparenté au 4e degré. Martha a pâli. Elle avait grandi dans une maison où les servantes disparaissaient sans explication et savait ce que signifiait le mot « vérification ». Pierre baissa la tête. Toute sa vie, il avait écouté des personnes plus âgées et plus fortes que lui, et il n'avait qu'un seul désir, que Martha
ne pleure pas. Il dit à Agathe qu'il allait se rendre à la mairie pour trouver quelqu'un qui savait consulter les arbres généalogiques. Il revint dans la soirée, abattu comme un chiffon mouillé. On lui avait répondu que les registres n'étaient pas complets, car les incendies et les inondations avaient détruit une partie des livres, mais qu'en cas de doute, le mariage ne serait pas autorisé. Il dit que la surveillance, pour garantir la pureté, était désormais comme une épine. Plus on enfonçait, plus ça faisait mal. Pendant ce temps, le paquet d'Agatha était devenu comme un poids. Il la tirait vers le bas et exigeait une décision. La nuit, des inconnus se sont mis à apparaître à la porte. Ils demandaient au gardien s'il avait vu une lettre avec une fleur de lys. Il disait que le paquet contenait une lettre officielle, faisant autorité, et que celui qui briserait le sceau sans autorisation serait traduit en justice. Agatha cacha la lettre derrière l'icône d'un saint, où personne n'irait sans raison. Elle comprenait que ce n'était plus seulement son secret. C'était comme de l'eau sous la glace, invisible mais audible. Peu après, le supérieur annonça une nouvelle. Chaque maison devait enregistrer tous ses habitants auprès du scribe de la route. En cas de non-conformité, une amende serait infligée, et en cas de mensonge, une punition ecclésiastique avec repentance publique. Une table fut installée à la porte. Dès le matin, Madame Édile, le marchand Hugo, le tailleur, le boucher et les apprentis s'y rendirent. Agatha se tenait à la fin de la file. Le scribe Jean, celui-là même qui avait apporté la lettre, était assis à la table et écoutait attentivement. Il notait les noms et, comme par hasard, posait des questions sur les parents et les parrains. Il disait que c'était nécessaire pour que les futurs mariages soient purs. Il le disait calmement, sans menace. Sa voix résonnait comme une ligne droite dans les champs. Agatha comprit que la lettre qu'elle tenait était liée à cette ligne. Le soir venu, une petite foule s'était rassemblée devant la maison de Madame Édile. Quelqu'un murmura que son neveu ne pouvait pas se marier. Apparemment, sa future épouse, la fille du marchand Hugo, était sa parente au 2e degré en raison d'un ancien lien entre leurs familles. La rumeur se répandit instantanément. Madame Édile ordonna aux gardes de dégager le passage. Elle déclara que tout serait décidé par les canonistes et ajouta que ceux qui chuchotaient près de la clôture seraient punis en restant debout sur la place, sans chaussures. Les gens se dispersèrent, laissant des empreintes de pas sur le sol. Agatha remarqua qu'un vieil homme avec un bâton, qui venait souvent chercher du pain à l'orphelinat, se tenait devant la porte du marchand Hugo le matin. Il regarda la fenêtre de Madame Édile et hocha doucement la tête. Il semblait s'être souvenu de quelque chose. Il était clair que la vérification des liens de parenté avait commencé dans la ville. Il ne s'agissait pas d'une affaire personnelle, mais d'un système général. Le supérieur ordonna d'apporter les anciens registres de baptême et d'enterrement. Il dit que le moine Ignace vérifierait l'authenticité des inscriptions.
Il ajouta que quiconque tenterait de falsifier les noms serait exclu des sacrements et que les autorités laïques ajouteraient des pénalités. Tout semblait légal, et même habituel. Mais une tension était palpable dans l'air. À partir de là, tout ressemblait à un thriller quotidien. Une nuit, un garçon de l'orphelinat vint chez Agathe et lui remit un petit paquet. À l'intérieur se trouvait Un morceau de tissu coûteux et une courte note sans signature. La note disait que si le paquet avec le lise était rendu à la grange du marchand Hugo avant l'aube, Agatha serait retirée de la liste des contrevenants et se verrait attribuer un travail dans un endroit chauffé. Il était également indiqué que la vérification des liens de parenté était inutile. Tout pouvait être réglé par le paiement d'une rançon. C'était un échange direct. Agathe sentit que l'air chaud du four pouvait aussi devenir un piège. Elle ne répondit pas. Elle alla voir le moine Ignace et lui dit qu'on l'appelait à la grange pendant la nuit. Ignace dit que cela ressemblait à une épreuve de faiblesse. Il montra une minuscule marque sur le cachet et dit que celui-ci avait été moulé à partir d'un moule qui appartenait autrefois à un château et qui était ensuite tombé entre les mains d'un marchand en paiement d'une dette. Il dit que le lien n'était pas direct, mais perceptible. Agatha comprit que la lettre avec le lys ne concernait pas la charité du marchand, mais ses dettes et ses anciennes obligations. Le matin, lorsque la cloche sonna pour la confession, une femme à la voix cassée entra dans le monastère. C'était une vieille femme de l'orphelinat, celle qui s'occupait des enfants et se souvenait de qui était venu et quand. Elle dit au supérieur qu'elle conservait un ancien document de parrainage où le nom de Martha figurait à côté du nom que portait la mère du neveu de Madame Édile. Elle expliqua qu'à l'époque, les parrains et marraines étaient souvent choisis parmi les voisins, ce qui créait un lien que l'on considère aujourd'hui comme une proximité spirituelle. Elle ne connaissait pas les détails, mais savait comment cela fonctionnait. Si la proximité spirituelle était jugée suffisante, l'union devait être autorisée. Le supérieur la remercia et ordonna à Ignatius de le noter. Agatha, qui se tenait à proximité, comprit qu'il s'agissait d'un fil conducteur. Elle se souvint du fil au bord du tissu. Tout cela ne formait qu'un, indivisible. Pendant ce temps, Pierre fit ce que personne n'attendait de lui. Il alla voir le marchand Hugo et lui dit qu'il avait entendu dire qu'il était possible de payer pour annuler le contrôle. Il dit que tout ce qu'il avait appris chez le forgeron, c'était à utiliser ses mains, mais qu'il savait réparer et compter. Il proposa de s'occuper gratuitement du comptage des sacs et du chargement à l'embarcadère, car il avait remarqué que les dockers trichaient sur les chiffres, ce qui faisait perdre de l'argent aux marchands. Hugo sourit d'abord, puis le laissa consulter les livres, désireux de vérifier sa confiance en lui. Pierre a mis de l'ordre en quelques gestes et a révélé le manque. Il l'a fait simplement, sans mystère. Il a montré où les sacs partaient sans être enregistrés. Le marchand avait perdu une partie de son chiffre d'affaires à cause de la paresse du chef des manutentionnaires. C'était un talent caché contre le statut. L'artisan
avait amélioré les affaires du riche, comme aucun scribe à la belle écriture n'aurait pu le faire. Le marchand a cessé de regarder Piotr de haut. Il a dit que le garçon était utile et qu'il écrirait au directeur pour faire une exception pour le couple. Pierre refusa. Il dit que les exceptions donnaient de la liberté à certains et nuisaient secrètement à d'autres. Il dit qu'il voulait que tout soit légal. Ces mots résonnèrent comme une note dans la marge. Agatha, apprenant cela, pensa pour la première fois. Le garçon, que tout le monde appelle le muet, ne se tait pas quand il le faut. Les rumeurs concernant la lettre avec le lys ne s'étaient pas non plus calmées. On a tenté à 2 reprises de s'introduire dans la grange du marchand pendant la nuit. La première fois, le gardien a effrayé un inconnu maigre. La deuxième fois, on a trouvé des traces près du mur. Le marchand a compris qu'on le tenait aussi en otage. Il est allé voir le supérieur et lui a dit qu'il valait mieux un tribunal canonique que des menaces obscures sous ses fenêtres. Le supérieur acquiesça. Il dit que de telles affaires étaient jugées en dehors de la ville et entendues lors de conciles. Il dit qu'une réunion était prévue dans les semaines à venir, au cours de laquelle serait examiné un important mariage, dont la ville finirait de toute façon par avoir connaissance. Il laissa entendre que les lettres accompagnées de lys ne pouvaient cacher les branches de l'arbre si les racines étaient connues. Agatha ne tint pas le coup et se rendit au refuge. Elle trouva le vieil homme au bâton. Il dit qu'il avait autrefois été scribe auprès d'un chevalier, et que le fils de ce chevalier était le neveu de Madame Édile. Il a dit qu'il avait longtemps tenu les comptes et qu'il avait vu le marchand Hugo prêter de l'argent à cette maison en échange de sa protection et du droit de garder le sceau sur les lettres importantes. Il a dit que le chevalier était ensuite mort, que les dettes étaient restées et que le sceau était resté chez le marchand, comme si une main étrangère tenait la vôtre. Agatha comprit que le marchand n'était pas seulement un bienfaiteur. Il était redevable au passé, tout comme les pauvres lui étaient redevables. Elle comprit qu'il pouvait soudainement devenir lui-même un bienfaiteur par nécessité, intervenir et changer le cours des choses d'un seul coup de décision afin de ne pas être tiré du marasme de ses anciennes relations. Elle vit la roue tourner. Sur la place, le décret fut à nouveau proclamé. Aucun mariage ne peut être conclu sans vérification de la parenté spirituelle et biologique jusqu'au degré indiqué par les canonistes. La foule s'agita. Quelqu'un demanda pourquoi ces mots n'avaient pas été prononcés auparavant. Le doyen répondit par l'intermédiaire du héros. Parce que le mal a appris à se cacher dans l'habitude. Les citadins acceptèrent cela comme ils acceptent le froid. C'est désagréable, mais compréhensible. Et alors, il se produisit quelque chose que beaucoup n'avaient pas prévu. Madame Édile fut convoquée au bureau du monastère. Le marchand Hugo, le supérieur, Ignace, le scribe Jean, Marthe, Pierre et le vieil homme au bâton s'y trouvaient déjà.
Le supérieur a déclaré qu'ils avaient des informations sur le degré de parenté spirituelle entre la maison de Madame Édile et celle du marchand. Il a déclaré que sans autorisation, l'union entre le neveu de Madame Édile et la fille du marchand était impossible. Les livres ont confirmé le lien par l'intermédiaire d'un ancien couple de parrains et marraines. Il a déclaré qu'il devait attendre la décision du Conseil des canonistes. Madame Édile pâlit. Elle avait l'habitude de régler les choses par de simples menaces et des cadeaux. On lui demandait maintenant d'attendre la loi. Le marchand acquiesça. Il dit qu'il était fatigué des pas et des chuchotements nocturnes. Il dit qu'il ferait le nécessaire pour que les gens voient qu'il ne cachait pas la saleté sous le tapis. La nuit, les menaces se multiplièrent. Quelqu'un déposa une pierre à la place du pain devant la porte d'Agatha. Les gens les plus influents murmuraient au marchand qu'il allait perdre sa place au conseil municipal. Certains serviteurs de Madame Édile commencèrent à la regarder avec effroi. Martha marchait dans la maison comme sur une planche étroite au-dessus de l'eau. Pierre réparait les serrures comme s'il savait réparer les destins. Il a dit qu'il avait rencontré un messager sur le quai qui avait prononcé le nom Bosansi et dit que des gens venaient de partout parce qu'on allait y parler d'un mariage qu'on ne pouvait pas laisser tel quel. Pierre ne savait pas ce que cela signifiait, mais il a retenu le mot. Le même jour, Agatha sortit la lettre avec le lys et l'apporta au moine Ignatius. Ignatius examina attentivement non seulement le sceau, mais aussi les ombres autour. Il dit que la lettre n'était pas adressée à l'évêque local, mais aux canonistes qui se rassemblaient plus près des terres occidentales. Il dit que la lettre demandait d'étudier une union d'un niveau si élevé que les mariages locaux s'aligneraient ensuite sur elle. Il ajouta que le signe en bas était une référence à la maison des dirigeants dont il valait mieux ne pas prononcer le nom à voix haute dans la cuisine de la buanderie. Il a lu le titre et a compris qu'il s'agissait d'un mariage qui unissait les plus puissants et que l'on voulait défaire en raison d'une parenté proche. Il a dit que c'était comme défaire un nœud noué devant le monde entier. Il a dit que si un tel nœud était défait, les nœuds locaux s'affaibliraient également. Le supérieur décida d'envoyer des délégués. Il dit que Ignace et le scribe Jean iraient avec la lettre, car l'un connaissait l'écriture canonique et l'autre savait regarder les listes sans crainte. Il a dit que 2 personnes de la ville les accompagneraient en tant que témoins du fonctionnement de la surveillance sur terre. Il a choisi Marthe et Pierre. Il a dit que ce sont précisément ces personnes qui savent comment vit une maison lorsque des règles étrangères la dominent. Madame Édile s'y opposa, mais elle était fatiguée. Elle avait l'impression que le sol sous ses pieds, au lieu d'être un tapis, était devenu un escalier sur lequel on ne pouvait que monter ou descendre, sans pouvoir s'y tenir debout. Le marchand Hugo ne s'y opposa pas.
Il dit que les grandes décisions devaient être prises en tenant compte du point de vue des petites gens. Sinon, elles ne les concerneraient jamais. Le chemin était long. Ils traversèrent des villages où des listes de personnes ayant confessé leurs péchés étaient affichées sur les portes, et des petites villes où des greffiers expliquaient d'une voix monocorde la nouvelle règle. Ceux qui ne se présenteront pas devront payer, et ceux qui paieront devront quand même se présenter. Il voyait les femmes cacher les registres de leurs filleuls dans des coffres, et les hommes serrer les lèvres lorsqu'ils entendaient le mot « parenté ». Il voyait les prêtres et les anciens se déplacer désormais à deux pour que les signatures soient plus solides. Agatha imaginait comment, à ce moment-là, l'orphelinat de la ville sentait le potage et ses tonneaux étaient vides. Elle n'avait aucun regret. Elle avait l'impression de suivre les lignes d'une lettre, et chaque pierre sur la route était comme un point. Dans une auberge au bord de la route, il se passa quelque chose que personne n'aurait osé écrire dans un livre s'il n'y avait pas eu de témoins. Un homme vêtu d'une cape sombre fit irruption dans la pièce et tenta d'arracher le paquet des mains d'Ignace. Pierre eut le temps de mettre son épaule en travers, et le coup passa à côté. Marthe renversa la cruche d'eau sur le sol, et le voleur glissa. Ignace serra le paquet contre sa poitrine comme un bébé. Jean courut dans le couloir et appela le propriétaire. Le voleur s'enfuit, laissant sur le sol une tache en forme de lys provenant de la cire humide qui avait coulé de son doigt. Ce fut un rebondissement digne d'un thriller. Une simple auberge devint le théâtre d'une lutte pour une lettre dont dépendaient les alliances entre les puissants et les faibles. Pierre, que beaucoup considéraient comme un homme tranquille, s'est avéré être celui qui a protégé la main du canoniste et qui a ainsi changé le cours de toute la nuit. Le lendemain matin, Ignace a déclaré que cela serait consigné dans le rapport. Pierre a haussé les épaules et a commencé à réparer le loquet de la porte. Ils arrivèrent là où se réunissaient les canonistes. Ici, on ne parlait pas longuement, mais clairement. On apportait des livres généalogiques et on montrait des marques, telles des flèches indiquant la proximité. Ici, on ne jugeait pas les âmes, mais l'ordre. Ici, on ne faisait pas honte, on comptait. Lorsque le prêtre a déclaré que l'affaire du roi et de son épouse serait examinée ce jour-là, la salle s'est illuminée comme un champ sous le soleil. Ignace et Jean se sont regardés. Ils ont compris qu'il s'agissait de cette lettre. Ils l'ont transmise en respectant les signes. On y prononça des noms qui ne résonnent pas dans nos cuisines, mais qui résonnent dans les livres. Le souverain des terres franques, Louis VII, et son épouse Éléonore d'Aquitaine. Les canonistes écoutèrent les arguments sur le degré de parenté et sur le fait que l'union n'avait pas donné d'héritier mâle, ce qui renforçait le désir de dénouer le nœud. Finalement, après avoir pesé le pour et le contre et se référé aux normes,
Le conseil a prononcé l'annulation du mariage pour cause de consanguinité. Il s'agissait d'un cas réel d'annulation de mariage selon les normes de l'époque, confirmé par le droit canonique et consigné de manière à ce que les villes futures s'en inspirent comme d'un modèle. La date a été annoncée en toutes lettres, comme il se doit, afin d'éviter toute confusion susceptible de la rendre caduque. En mars 1152, au concile de Beaugency. Le silence s'est fait dans la salle. Certains ont pris peur face à l'avenir. D'autres y ont vu une opportunité. En rentrant, ils voyaient les mots de la décision les précéder. Dans les auberges, on disait que si un tel nœud pouvait être dénoué, alors les petits nœuds n'étaient pas éternels. Sur les ponts, les marchands discutaient de la manière dont les nouvelles règles affecteraient leurs filles, qui devaient épouser des apprentis des villes voisines. Dans les villages, les femmes chuchotaient pour savoir si le lien du baptême pouvait être considéré comme un obstacle si les parrains et marraines étaient décédés depuis longtemps. Les prêtres répondaient que cela se décidait sur place, que la confession était obligatoire et que ceux qui dissimulaient quelque chose seraient punis. La surveillance est devenue encore plus stricte, mais la peur a changé. Elle ne concernait plus seulement la punition, mais aussi la possibilité de choisir. Si les grands de ce monde pouvaient dire non à leur union par le biais de la loi, les petites gens commenceraient elles aussi à voir leurs unions d'un autre œil. Quand ils entrèrent dans la ville, presque tout le monde vint à leur rencontre. Le héros annonça que le mariage de la grande maison était dissous et que c'était un exemple pour tous. Le supérieur remercia Ignatius et Jean pour leur service. Le marchand Hugo se tenait au premier rang et ne regardait pas vers eux, mais vers Pierre. Il comprit que le taciturne était un héros sous-estimé. Non seulement il avait sauvé le paquet dans le dortoir, mais il avait aussi montré dans la grange comment démasquer le mensonge d'autrui sans crier. Le marchand s'approcha de lui et lui dit, par l'intermédiaire d'Ignace, qu'il voulait nommer Pierre responsable du chargement et lui donner une petite maison près du quai. Pierre répondit qu'il n'avait pas besoin d'une maison sans Martha. Le marchand sourit et dit que cette question serait désormais réglée plus rapidement et plus honnêtement. Madame Édile invita le supérieur chez elle. Elle lui dit que le regard de la société était devenu comme un miroir et qu'elle ne voulait pas vivre sous son regard sans tranquillité. Elle dit qu'elle ferait en sorte que son neveu reconnaisse l'impossibilité de son union et ne cherche pas de solution de contournement. Elle dit qu'il était plus facile de respirer dans la maison quand on n'avait pas à cacher son linge. Le supérieur acquiesça. Il dit que la pureté n'était pas une question de liste rigide, mais d'ordre qui ne nécessitait pas de mensonge. Il dit que, pour cela, il fallait à la fois la confession et les décrets laïques, mais que sans les personnes qui faisaient des choix, ce n'était que des lettres mortes. Le lendemain, Martha et Piotr sont revenus voir le supérieur. Ignace a apporté les livres. Jean a demandé à la vieille fille même de l'orphelinat si elle se souvenait des notes. Elle a acquiescé. Le scribe a vérifié que la parenté spirituelle entre la maison de Madame et celle de Martha ne constituait pas un obstacle à l'union de Martha et Piotr.
s'il n'y avait pas d'autre degré de parenté. Il déclara qu'ils n'étaient pas apparentés et qu'aucun obstacle n'avait été trouvé. Les mots nécessaires furent prononcés calmement, sans agitation. Le supérieur annonça que le mariage pouvait être célébré. Ce n'était ni une faveur, ni un cadeau. C'était une décision qui découlait des mêmes normes que celles qui avaient été mises en lumière par les lettres d'inconnus et les grands noms. Des bougies furent allumées sur la place. Les gens se réjouissaient en silence du bonheur des autres, comme s'il s'agissait du leur. Le héros rappela que désormais tous les mariages seraient vérifiés plus minutieusement et que la confession ne servirait plus à punir, mais à clarifier les choses. Il répéta que les décrets séculiers et les registres ecclésiastiques convergeaient désormais comme deux routes à la porte de la ville. Certains poussèrent un profond soupir. D'autres ressentirent un soulagement. Le marchand Hugo s'approcha d'Agathe et lui dit qu'il voulait donner plus de céréales au refuge. Il dit qu'il ne souhaitait plus garder personne sous le joug de ses anciennes dettes. Il dit qu'il valait mieux distribuer du pain que de jouer double jeu. Agathe acquiesça. Elle se souvint de la bague et du paquet. Elle comprit que le marchand était devenu un bienfaiteur inattendu, non pas parce qu'il était plus gentil que les autres, mais parce qu'il avait vu où le menait sa propre trace. Elle respectait cela plus que les belles paroles prononcées au marché. Cette même nuit, le même homme maigre, vêtu d'un manteau, apparut à la porte. Cette fois, il ne se cacha pas. Il dit au garde qu'il était venu demander pardon. Il expliqua qu'il avait tenté de voler la lettre non pas de son propre chef, mais sur ordre d'un des serviteurs du château, à qui on avait promis de l'argent. Il dit qu'il avait vu les impôts augmenter à partir de vaines menaces. Le garde l'emmena voir le supérieur. Le supérieur l'écouta et lui imposa une pénitence et des travaux au monastère. Il dit que voler une lettre était un coup porté à l'ordre et que l'ordre était nécessaire pour que les faibles ne soient pas la proie des forts. Le scribe Jean a consigné cet incident dans le registre comme tous les autres. La date en toutes lettres, le nom et la punition. Il n'y a eu ni cri, ni cruauté ostentatoire. Ce fut un retour discret sur le droit chemin. Agatha devint soudainement visible ces jours-là, soit parce qu'elle apportait de l'eau à Ignace, soit parce que ce même paquet était resté sur sa table pendant plusieurs nuits. Elle ne parla pas beaucoup de son rôle. Elle continua à laver et à coudre les bords avec du fil coloré afin de se souvenir à qui appartenait chaque tissu. Elle savait que c'était sa façon de prendre des notes, sa petite main canonique. Madame Édile l'appela un jour et lui dit qu'elle avait entendu dire que la blanchisseuse aidait le monastère. Elle lui dit qu'il y avait dans la maison un endroit plus chaud que la cuisine, où l'on avait besoin de mains attentives. Agatha refusa. Elle dit qu'elle avait assez de lumière et de pouvoir sur le temps près du fourneau et des tonneaux. Elle ne voulait pas devenir un appendice de la maison qui se contente d'accepter les règles pour avoir la paix. Elle voulait rester là où ce n'était pas le maître qui regardait d'en haut, mais la cloche. Peu à peu, la vie s'est réorganisée. Lors des confessions,
les prêtres ont commencé à interroger les fidèles, non seulement sur leurs simples erreurs, mais aussi sur leur lien avec leur filleul. Les gens ont cessé de cacher les noms de leurs filleuls. Sur les marchés, on débattait pour savoir où se situait la frontière entre surveillance et protection. Certains disaient que c'était la même chose, qu'il s'agissait de contrôle. D'autres disaient qu'il s'agissait de clarté et du moindre mal. Le supérieur répétait que sans confession, l'homme ne se connaît pas lui-même, et sans règlement, la ville ne connaît pas les limites de son ombre. On l'écoutait, car il ne criait pas et ne cachait pas son intérêt. Il se rendait aussi bien aux funérailles des pauvres qu'aux festins des riches. Un jour de printemps, alors que le niveau de la rivière était monté, une nouvelle parvint à la ville. Aliénor d'Aquitaine s'était remariée, rapidement, sans attendre les longues délibérations de ses voisins. Les gens murmuraient le nom du nouvel époux, et l'air était chargé d'émotion, comme après un orage. Certains disaient avec dépit que les grands de ce monde réussissaient toujours tout plus vite. D'autres disaient que les grands et les petits avaient désormais compris que la pureté du lien conjugal n'était pas seulement vérifiée par les ragots de cuisine, mais aussi par la lettre dans le livre. Quelqu'un murmura que la guerre allait bientôt éclater dans le nord. Quelqu'un répondit que la ville était petite et qu'elle avait assez de ses pierres et de ses tonneaux. Le supérieur dit que le monde avait changé et que la surveillance ne disparaîtrait plus. Il dit que la surveillance avait toujours deux visages. L'un considérait le corps comme un réceptacle pour les règles, l'autre comme une maison pour le repos. Il dit que c'était nous qui faisions les choix, et non les voûtes. Martha et Piotr vivaient tranquillement. Leur mariage n'était pas une fête, mais il était solide. Piotr devint gardien du port, mais il ne perdit pas l'habitude de compter à voix haute. Il disait que cela lui permettait d'entendre l'ordre et de voir où se trouvait le mensonge. Martha a cessé d'avoir peur des pas dans le couloir de la maison de la maîtresse. Elle n'y travaillait plus. Elle cousait chez elle et apportait de la laine au refuge. Elle disait que les gens avaient besoin non seulement de pain, mais aussi de nouvelles manches pour ne pas avoir froid. Le marchand Hugo leur rendait parfois visite. Il apportait des céréales et regardait leur petite maison, vérifiant s'ils avaient besoin d'aide. Il disait qu'il considérait sa dette comme partiellement remboursée, mais le souvenir du sceau ne disparaissait pas. Agatha sortit un jour un vieux tissu du coffre et découvrit une doublure avec des lettres brodées, tordues mais reconnaissables. C'étaient les initiales qu'elle avait vues dans son enfance dans les marges des livres, lorsqu'elle apportait de l'eau. Elle comprit que dans la ville, chacun portait sur lui quelque chose du passé, qui devenait désormais visible pour tous. Elle sourit. Elle leva les yeux vers la cloche. Il lui sembla que le son était devenu plus grave et plus calme. Elle se souvint que récemment, quelqu'un avait dit sur la place que la pureté était une question de peur et de punition.
et quelqu'un d'autre avait répondu que c'était une question de clarté et de liberté vis-à-vis des mains secrètes des autres. Elle se dit que les deux interprétations étaient possibles et que toute la différence résidait dans le fait de savoir qui détenait les listes et qui les lisait. Peu de temps après, le vieil homme au bâton, ancien scribe, mourut. Il fut enterré près du mur du monastère. Le supérieur dit que ces personnes étaient la mémoire de la ville, même si elle était pauvre. Jean inscrivit son nom dans le livre, ainsi que les informations qu'il avait autrefois rapportées. Lors des funérailles, riches et pauvres se tenaient côte à côte. Madame Édile se tenait droite. Le marchand Hugo restait silencieux. Pierre serra la main de Martha. Agatha se tenait un peu à l'écart et pensait au fils. Elle savait que la surveillance ne disparaîtrait pas. Et elle savait que désormais, il ne s'agissait plus seulement de peur. Il s'agissait de l'ordre que les gens avaient accepté comme le leur, parce qu'ils avaient eux-mêmes parcouru le chemin jusqu'à Beaugency et étaient revenus en passant par leur propre cour. À partir de ce jour, une nouvelle plaque fut apposée sur les portes de la ville. Elle disait en termes simples, sans fioriture ni détour: tout mariage doit être précédé d'une vérification des liens de parenté et d'affinité spirituelle. La confession est obligatoire pour tous chaque mois. Le mensonge et la dissimulation sont punis par l'Église et les autorités civiles. La protection est accordée à ceux qui ont un casier vierge. En dessous, une autre plaque était clouée. Par décision du Concile, annoncée en mars 1152, l'union du souverain Louis et d'Aliénor d'Aquitaine est dissoute en raison de leur parenté proche. Ceci est un exemple pour toutes les villes. Les gens lisaient, suivaient les lettres du doigt et hochaient de la tête. Certains étaient indignés. D'autres y trouvaient un soutien. Mais le panneau était solidement accroché. Agatha retourna au fourneau dans la soirée. Elle décrocha la toile séchée de la corde et passa son doigt sur le bord. Le fil cousu dépassait toujours comme une petite antenne. Elle sourit. Elle ne croyait pas au miracle. Elle croyait que tout tissu tenait grâce à ses coutures. Elle savait que la propreté sous surveillance ne devait pas seulement concerner la garde, mais aussi le travail. Les gens, la confession, les décrets, les livres, tout cela, ce sont des coutures. Et tant qu'ils sont solides, la ville a une chance de ne pas se déchirer au moment le plus crucial. Elle posa le tissu dans le panier et pensa que la journée serait calme. Et demain, la cloche sonnera à nouveau, haut et longtemps, mais plus comme un fouet, plutôt comme un rappel que la route est visible, et qu'on peut la suivre sans détourner le regard. Ainsi s'achève l'histoire de la façon dont, dans une ville, la propreté est devenue non seulement une exigence venue d'en haut, mais aussi le choix de personnes qui ont vu les règles comme un tissu que l'on peut coudre sans mensonge, et comment la suppression réelle du grand défaut est devenue la dernière boucle du motif, après quoi le dessin a cessé de semer la confusion et a commencé à soutenir.